Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Maëlle Combier. Samira a 20 ans. Elle est jolie, souriante et surtout, c'est une battante. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'elle est dans le coma après avoir reçu une balle dans la nuque et elle se bat pour rester en vie. Que lui est-il arrivé? Qui voulait sa mort? Personne ne le sait. Sa mère, sa famille, ses amis, tous espèrent qu'elle parviendra enfin à se réveiller, tous, sauf l'assassin. Et puis un beau jour, miracle, Samira se réveille. Va-t-elle pouvoir révéler aux enquêteurs le nom de celui qui l'a agressée? La réponse sur fond de passion, de trahison et de sang dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Créé dans la Drôme, près de Valence, une région coincée entre les Alpes et le Massif central, au cœur de la vallée du Rhône, sur la route du Soleil. En ce mois de février 2011, Madame Daoud est inquiète. Sa fille, Samira, 20 ans, a quitté le domicile familial il y a 2 jours. Elle devait rejoindre une amie. Depuis, plus de nouvelles. Et 48 heures sans appel, ça ne lui ressemble pas. Le lundi 28 février, tard dans la nuit, le téléphone sonne. J'ai pris le téléphone. Ghezala Daoud, maman de Samira. Est-ce que vous êtes bien la maman de Ben Saad Samira? C'est le commissariat. Je dis oui, c'est ma fille. Elle a eu un accident. Il y a eu un vol. Elle est en prison. Il y a quelque chose. Il m'a dit oui, mais on ne peut pas vous parler au téléphone. Il est 2 heures du matin. Fatiguée et angoissée, Madame Daoud se rend au commissariat. J'étais dans tous mes états, le cœur qui battait, de la fièvre, j'en pouvais plus. Et si elle est bouleversée, c'est parce qu'elle a déjà vécu un drame terrible, il n'y a pas si longtemps. J'ai perdu un fils qui allait avoir 22 ans, par accident. Et c'est vrai que je m'attendais au pire. Mais au commissariat, il n'est pas question de Samira. Les policiers lui disent être à la recherche d'un jeune homme qui a disparu. Il se nomme Maëlle Combier et serait le petit ami de sa fille. À l'occasion de l'enquête sur la disparition inquiétante de Maëlle Combier, Romaric Château, avocat de la famille de Samira. Les enquêteurs, évidemment, s'intéressent à son environnement, à ses relations habituelles, ses amis, ses proches, et notamment à Samira Ben Saad, qu'il fréquenterait depuis quelque temps. Madame Daoud n'est pas au courant de cette liaison qui a débuté il y a 8 mois. Elle n'a jamais vu Maëlle Combier, et elle ajoute qu'elle est sans nouvelles de Samira. La mère de Samira déclare que, justement, elle est inquiète de la disparition de sa fille qui ne l'a pas appelée, ce qui est totalement inhabituel puisqu'elles sont assez proches et communiquent régulièrement entre elles par téléphone. Les policiers tentent de calmer l'inquiétude de la maman de Samira. Pour le moment, lui disent-ils, il n'y a rien d'alarmant. Donc, les enquêteurs sont rassurés. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Ils en déduisent que c'est une fugue, entre guillemets, de 2 amoureux qui ont décidé de partir et qui ont peut-être oublié de prévenir leurs parents ou leurs proches, sans imaginer qu'ils s'inquiéteraient à ce point. Mais voilà, ce silence ne ressemble ni à Samira, ni à Maëlle Combier. Samira, c'est une très belle jeune fille. Une très belle jeune fille qui a 20 ans. Elle a toute l'insouciance de ses 20 ans, la beauté presque insolente de cette gamine brune. Elle est belle. Son physique ne laisse personne indifférent.
Et Samira n'est pas qu'une jolie femme, elle est aussi appréciée de tous. Vendeuse dans un magasin de vêtements, Samira sait qu'elle attire les regards. D'ailleurs, depuis quelques années, ses moments de loisirs, elle les consacre à des séances de pose. Elle voudrait devenir mannequin et elle a tout pour réussir, l'ambition et le caractère bien trempé. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut, c'est une fille qui a un tempérament volcanique. Comme elle est très belle et qu'elle plaît, Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. elle est souvent le centre d'intérêt des autres hommes et elle aime sortir et elle aime faire la fête. Elle aime la vie, elle a des amis, elle sort, elle mord la vie à pleines dents. Quant à son petit ami, Maël Combier, il est chef de chantier. Ce lundi-là, il n'est pas allé travailler. Et lui, qui ne s'absente jamais sans raison, n'a pas donné d'explication, ce qui ne colle pas avec sa personnalité. Un jeune homme sérieux dans son travail, chef d'équipe qui évolue bien sur le plan professionnel. Maël Combier, c'est quelqu'un qui, Alain Faure, avocat de Maël Combier. au niveau relationnel, est extrêmement gentil, disponible et serviable. Il est marié depuis 4 ans avec une jeune fille rencontrée au lycée à Valence. Et il se marie très tôt, à 18 ans. Donc c'est quelqu'un qui cherche la sécurité et qui se marie trop tôt. Il n'a pas vécu. D'ailleurs, très vite, il multiplie les conquêtes. Les enquêteurs apprennent que sa femme, lassée de ses infidélités, l'a quitté quelques mois plus tôt. C'est un garçon de 22 ans qui est plutôt beau gosse, qui a du succès auprès des jeunes filles. Les policiers découvrent un jeune homme qui cache bien son jeu. Il se rend régulièrement en boîte de nuit, multiplie les rencontres, régulièrement décrit comme dragueur, comme flambeur, qui s'est acheté un véhicule dont il est très fier, un BMW série 1. De temps en temps, il avait besoin de sortir, Francis Courcial, commandant de police. d'avoir la vie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. D'un côté, il semble avoir une vie relativement rangée et posée. Et puis de l'autre, il y a le Maël Combier qui veut s'écarter de ses engagements, qui multiplie les maîtresses, et on découvre ainsi une personnalité étonnante à double visage. Le 1er mars, le lendemain de la disparition, l'enquête est confiée aux hommes de la police judiciaire de Valence. Face à l'inquiétude des familles, ils accélèrent les recherches. Dans un premier temps, comme pour toute disparition inquiétante, ils prennent contact avec les opérateurs téléphoniques. Leur but, localiser les téléphones mobiles de Samira et de Maël. Ils s'aperçoivent que leurs téléphones ont déclenché les mêmes antennes relais au cours des jours précédents. Pour les enquêteurs, cela confirme que les deux disparitions sont liées. En étudiant les relevés, ils se rendent compte que Maël et Samira ont quitté la France. Et quand ils s'aperçoivent qu'ils sont partis en Italie, par acquis de conscience, les autorités françaises ont envoyé les 2 photos de Maël et de Samira en disant « si vous les voyez, si vous les contrôlez, prévenez-nous ». Les policiers penchent plutôt pour une fugue amoureuse. Mais le 2 mars, coup de théâtre. Ils reçoivent un appel des carabiniers. Ces derniers ont retrouvé Samira du côté d'Imiperia, à 60 km de la frontière franco-italienne. Et voilà ce qu'ils racontent à leurs collègues français. 2 jours plus tôt, l'employé d'une laiterie les a appelés. Alors qu'il quittait son domicile en fin de matinée pour se rendre à son travail, il a pris un chemin isolé et caillouteux à flanc de montagne. Il est 12h10. Massimo Bessonnet, témoin italien. Je vois au sol, au milieu de la route, une forme allongée que je prends pour un mannequin. Massimo descend de son véhicule. Il se rend compte que c'est une jeune femme, couchée sur le sol et inconsciente.
Malgré la matinée froide, elle ne portait qu'un jean et une blouse légère. J'ai crié « Réveille-toi ! Réveille-toi !» J'ai pensé qu'elle était ivre ou qu'elle avait pris de la drogue. On ne voyait ni traces de sang, ni blessures. Massimo est pris de panique, d'autant que l'endroit est désert. J'ai eu peur. J'ai regardé s'il n'y avait personne autour. Je voyais son ventre bouger. Elle respirait. Elle était vivante. Mais un détail attire son attention. J'ai remarqué sur le chemin qu'une voiture avait roulé en dehors des traces habituelles. Elle avait laissé des traces en bordure du chemin, sur l'herbe. La voiture devait rouler très vite. Sur place, aucun indice ne permet de comprendre ce qui s'est passé, à tel point d'ailleurs qu'on imagine qu'elle a fait juste un malaise. On se demande ce qu'elle faisait là d'ailleurs. Elle n'a pas de sac à main, elle n'a pas de papier d'identité, elle n'a pas de moyen de paiement, elle n'a pas de téléphone portable, elle a rien. Massimo appelle les secours. La victime, toujours inconsciente, est transportée à l'hôpital. À l'hôpital, Romaric Château, avocat de la famille de Samira. elle réussit à donner quelques bribes de son identité, notamment son prénom. Mais très vite, Samira tombe dans un coma profond. Comme le protocole l'exige, les médecins italiens procèdent à un scanner de la tête. On va s'apercevoir assez rapidement que sa situation est extrêmement grave. Philippe Tatiglian, avocat de la famille de Samira. Puisqu'elle a une balle fichée dans son crâne. La balle a pénétré par la nuque. La brûlure du coup de feu a cicatrisé instantanément la blessure. Voilà pourquoi elle n'a pas saigné. Dès qu'on a les informations, bien sûr, on avise la famille de Samira, on avise sa maman. On prend la voiture comme des fous. Ghezala Daoud, maman de Samira. Moi, je pouvais pas conduire parce que j'ai perdu toutes mes raisons, toutes mes capacités. C'est peut-être la dernière fois qu'elle peut voir sa fille et elle veut la voir avant que le pire n'arrive. Quand je l'ai vue, je suis tombée dans les pommes. Je la reconnaissais pas. Mais j'ai pleuré. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour que je repère encore un enfant à 21 ans? Pourquoi? « 2 mars 2011. Il ne s'agit plus d'une simple disparition. Les enquêteurs travaillent désormais sur une affaire criminelle. Ils savent que Maël Combier était avec Samira en Italie. Mais le garçon ne donne plus signe de vie. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver sa trace. Les hommes de la police judiciaire se rendent au domicile de Maël Combier et ce qu'ils y trouvent les laisse perplexes. Et là, on découvre un tapis de prière. Francis Courcial, commandant de police. Et autour de ce tapis de prière se trouvent des échographies. Ce sont les échographies d'un enfant à venir, parce que Maël Combier est marié à une jeune femme. Il s'était converti à la religion musulmane. C'est une scène un peu stupéfiante pour des enquêteurs de se retrouver face à un tapis de prière au sol, ces échographies en arc de cercle, dans une certaine solennité, un certain formalisme, ça impressionne et ça étonne. Les échographies sont au nom de l'épouse de Maël Combier, dont il est séparé. Le jeune homme serait donc sur le point de devenir père. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations en France et en Italie. Ils consultent les relevés des cartes bancaires des deux amants et découvrent qu'ils ont passé la nuit du samedi au dimanche dans un hôtel sur la Côte d'Azur. Ils s'arrêtent à Nice.
Ils passent la soirée et la nuit ensemble dans un hôtel. Les caméras de surveillance de cet hôtel sont exploitées par les enquêteurs. On voit un couple ensemble qui se dirige vers la chambre dans laquelle ils vont passer la nuit. Visiblement, ce couple va bien. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Et on les voit vivants tous les deux, rentrer et sortir de l'hôtel. Puis, le couple roule pendant 500 km. Le relevé des cartes bancaires indique qu'ils passent la nuit suivante dans un grand palace à Livourne, sur la Riviera italienne. Ils vont passer la nuit dans ce magnifique hôtel qui donne sur la Méditerranée, un 4 étoiles. Le réceptionniste de l'hôtel indique qu'il quitte l'établissement le lundi matin vers 8 heures. Le jeudi 3 mars, le journal régional fait sa une sur une jeune femme originaire de la Drôme qui a été retrouvée vivante, une balle dans la tête, en Italie. Et conclut, à propos de Maël Combié, le Dromois, âgé d'une vingtaine d'années, était toujours activement recherché par les policiers italiens et français. Avec cet article, Maël Combié découvre que la police est sur ses traces. Le 4 mars 2011, il se sait recherché. Il n'est pas équipé, c'est pas Mesrine, donc forcément sa cavale n'a qu'un temps, ne peut durer qu'un temps. Et face à cela, il prend une décision qu'il n'avait pas prévue, celle de se rendre au commissariat de police de Valence. Le 4 mars à 18h40, 4 jours après la découverte du corps de Samira, Maël Combié se présente au commissariat. Il est placé en garde à vue sur le champ et il se met à table sans difficulté. C'est bien lui qui a tiré sur Samira. Il veut donner sa version des faits aux policiers et commence par raconter en détail sa relation amoureuse avec la jeune femme. C'est une relation très curieuse. Quand on les voit de loin, on a l'impression qu'ils sont très amoureux, ils sont beaux tous les deux, ils ont l'air de bien s'entendre, etc. Mais quand on gratte un peu, ces deux caractères volcaniques, explosifs, qui n'arrivent pas à s'entendre en réalité. La situation est complexe. Maël Combié est jeune marié, Samira Ben Saad est belle, et donc il y a chez eux un peu comme un amour impossible, tumultueux, passionnel. Samira est une forte personnalité. Alain Faure, avocat de Maël Combié. Samira elle veut Maël Combié. Samira est éperdument amoureuse de Maël Combié. Elle souhaite avoir avec lui une relation qui va au-delà d'un simple flirt, mais elle veut s'engager avec lui dans la vie, elle l'aime. Mais lui ne partage pas les sentiments de Samira. À plusieurs reprises, il a voulu se séparer d'elle, car un événement inattendu est venu bouleverser sa propre vie. Il a appris que son épouse était enceinte et il veut renouer des relations avec elle et se remettre en ménage avec elle. Donc il n'est pas question qu'il s'encombre la vie d'une maîtresse envahissante. Samira est une femme très possessive. Samira ne veut pas entendre parler d'une rupture et Samira est prête à tout pour garder Maël Combié. Il raconte que la jeune femme le harcèle de coups de téléphone et de SMS. Il explique que Samira était trop pressante, lui envoyait trop de SMS. Il y a eu plus de 1000 appels et SMS par mois, que certains jours, il y a eu 154 appels dans la journée. Le jour, la nuit, ça l'a rendu fou. C'est du harcèlement, il faut dire ce qui est. C'est je t'aime moi non plus, et un coup ils sont ensemble, un coup ils ne sont plus. Le jeune homme poursuit sa confession. Sa femme, ayant appris sa liaison avec Samira, le repousse et décide de le quitter définitivement. Et c'est là que le monde de Maël Combié s'écroule. 5 mars 2011. La garde à vue se poursuit et Maël Combié continue de livrer sa version aux enquêteurs. Tout commence dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 février 2011. Il est 4 heures du matin. À ce moment-là, Maël Combié et Samira sont en froid. Ce soir-là, il sort avec des copains et des copines en discothèque. Il n'est pas avec Samira.
Samira, quant à elle, sort également avec des copains et des copines à elle, et ils vont se retrouver fortuitement dans cette discothèque. Monsieur Combier est accompagné d'une autre jeune femme. Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. Qui va l'embrasser, ce qui va énerver Samira, la rendre extrêmement jalouse. Et là, les choses ont dégénéré parce que les deux femmes se sont attrapées pour se crêper le chignon. Dans la boîte de nuit se trouvent également les cousins de Samira. Ils prennent sa défense et c'est la bagarre générale. Tous ces jeunes gens sont expulsés sur parking. Francis Courcial, commandant de police. Les mots sont échangés, quelques coups sont échangés. Samira va piquer une véritable crise d'hystérie. Maëlle raconte que pendant la bagarre, Samira s'empare des clés de son véhicule garé sur le parking et raye rageusement les portières de la voiture dont le jeune homme est si fier. Et ensuite, non contente d'avoir rayé la voiture, Michel Marie, chroniqueur judiciaire. elle prend les clés, elle les jette le plus loin possible de manière à ce qu'il les retrouve pas. Maël Combier est hors de lui. Il est 6 heures du matin et il n'a plus de clé. En plus de la fatigue, il sent encore les coups encaissés lors de la bagarre. Mais ça n'est pas tout. Il a reçu des menaces qui tournent en boucle dans sa tête. Un des hommes qui accompagne Samira va menacer Maël Combier et va lui dire « Moi j'ai un flingue ». C'est à partir de là que Maël Combier va ressentir la peur. Il est victime de menaces de mort. 8 heures, très perturbé par les événements de la nuit, et après avoir récupéré le double de ses clés, il part directement travailler sur son chantier. Voilà un homme qui n'a quasiment pas dormi de la nuit, qui s'est fait agresser, qui arrive sur son lieu de travail le samedi matin fatigué, contrarié. C'est un garçon qui est déstabilisé moralement. C'est un garçon qui a vu partir sa femme, qui sait que sa femme attend un bébé. C'est un garçon qui voudrait se séparer de Samira. Et c'est un garçon qui en plus reçoit des menaces de mort. Alors il va faire ce qu'il ne fallait pas faire. Vers 9 heures, sans donner d'explication, il quitte précipitamment le chantier. Il va retirer de l'argent en liquide. Romaric Château, avocat de la famille de Samira. Et va décider de se rendre dans un quartier de Valence pour acheter une arme à feu. Il se rend au bord du Rhône, il va charger l'arme et il va l'essayer à plusieurs reprises pour être sûr que cette arme fonctionne. Il semble établi qu'il achète cette arme parce qu'il craint pour sa vie, parce qu'il a peur par rapport aux menaces de la veille. Puis il se rend chez sa mère, mais il ne lui raconte rien de ce qui s'est passé la nuit précédente. On sent qu'il a besoin de réconfort, on sent qu'il est angoissé, on sent qu'il a la boule au ventre. Il quitte sa maman et appelle Samira pour lui donner rendez-vous. Il veut s'expliquer après la nuit agitée qu'ils ont vécue. Il lui propose de passer la soirée pour aller manger ensemble chez une amie, et ce qui explique que Samira descend le rejoindre sans préparer de sac, sans prendre d'affaires. Puis, très rapidement, sur la route, Maël Combier va lui dire que finalement, le programme est changé, qu'ils vont partir en week-end ensemble, dans le sud de la France. Selon Maël Combier, les deux amants n'ont pas la même vision de cette escapade improvisée. Samira, elle considère que si elle part en week-end avec Maël, c'est que Maël veut revivre avec elle. Alain Faure, avocat de Maël Combier. Alors que Maël part en week-end avec Samira pour rompre avec elle. Cette explication ne convainc pas les enquêteurs. Pourquoi offrir une escapade amoureuse à sa maîtresse alors qu'il veut lui annoncer que tout est fini ?
Face aux policiers, Maël Combier reprend le récit du voyage. Il leur confirme ce qu'ils savent déjà grâce aux images de vidéosurveillance. Le couple est parti de Valence et s'arrête à l'hôtel à Nice. Le lendemain, ils reprennent la route jusqu'à Livourne où ils passent la nuit. Ils ont fait l'amour ensemble, ils ont pris leur petit déjeuner en amoureux. Et Maël, il faut qu'il revienne. Le travail l'attend. Le jeune homme dit aux enquêteurs que ce lundi 28 février, il veut mettre les choses au point. Il a tenté à plusieurs reprises pendant le week-end de convaincre Samira d'accepter la séparation. Maël est convaincue qu'elle a compris. Mais elle n'a rien compris. Elle ne veut pas comprendre. Et la dispute va éclater. Ils roulent pendant 3 heures. À bord du véhicule, le couple alterne querelle et réconciliation. Samira joue alors son va-tout. Et là, elle lui demande une dernière faveur, si je puis dire. Il va dire, lui, que Samira voudrait avoir une relation sexuelle à nouveau avec lui. Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. Et va prendre prétexte de cette situation pour quitter d'abord l'autoroute. À Imperia, à une 60aine de kilomètres avant la frontière française, Maël Combier prend la nationale et se met en quête d'un lieu isolé. Mais pour lui, pas question de faire l'amour à Samira. Alors il ne pense qu'à une chose, lui faire peur. Peut-être que si elle a peur, peut-être qu'elle va enfin comprendre qu'il veut se séparer d'elle. C'est l'idée folle qui va amener au drame. Maël Combier emprunte un chemin. Le véhicule grimpe avec difficulté le long de ce chemin étroit et peu praticable. La côte à pic l'oblige à rouler lentement au bord du ravin. Et il va monter, quitter les habitations pour se retrouver en pleine campagne, voire même en pleine montagne. Il s'arrête au bout de ce chemin, manœuvre pour faire un demi-tour. Samira peut croire que l'endroit est propice pour avoir une relation sentimentale ou sexuelle avec Monsieur Combier. Lui a manifestement d'autres intentions. La dispute à propos de la séparation reprend de plus belle entre les amants. Samira sort du véhicule. Et là, il sort l'arme pour l'impressionner. Il la menace. Lui dit, moi c'est pas compliqué, c'était pour lui faire peur. Et là, il affirmera que le coup est parti tout seul. Samira s'écroule, une balle dans la nuque. Elle se retrouve à terre, allongée sur le dos, inconsciente. Maël Combier fait un dessin au policier pour expliquer les circonstances de ce qu'il décrit comme un accident. Il se tenait, selon lui, à distance de Samira. Moi je regarde les faits. Je dis il y avait 5 à 6 balles dans cette arme, il n'a tiré qu'une fois, ça signifie tout simplement qu'il ne voulait pas tuer. Maël Combier la croit morte. Il remonte dans son véhicule et file vers l'autoroute. Il abandonne Samira dans cet endroit désert, à 450 km de chez elle. Et voilà comment il justifie son comportement face aux enquêteurs. Maël Combier, il est effondré et il est dans pleine panique, il ne sait plus où il habite. On n'est plus dans la logique, on n'est pas dans la rationalité. Le 6 mars 2011, après ses aveux, Maël Combier est mis en examen pour tentative d'assassinat sur Samira Ben Saad. Il est écroué et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Privas, en Ardèche. Mais la version du tir par accident n'a pas convaincu les enquêteurs. Un long travail d'investigation commence.
Pendant ce temps, de l'autre côté des Alpes, Samira est entre la vie et la mort depuis 15 jours. Madame Daoud, sa maman, est restée à ses côtés. Les médecins italiens sont très pessimistes, ils considèrent que c'est foutu. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Et cette maman ne veut pas entendre ça. Et donc elle décide de faire rapatrier sanitaire sa fille en direction de Marseille. À l'hôpital de Marseille, le diagnostic des chirurgiens n'est pas plus optimiste. On ne touchera pas, on n'enlèvera pas la balle et qu'elle vivra avec. Ghezala Daoud, maman de Samira. Ma fille, pendant 10 jours, elle faisait du 42 de fièvre. C'est-à-dire, elle pouvait mourir même dans le lit. La maman de Samira est placée devant un choix impossible. Extraire la balle ou condamner la jeune femme à une mort certaine. Et une équipe de chirurgiens décide de tenter l'opération. Francis Courcial, commandant de police. Avec tous les risques que ça comportait, parce qu'ils pensaient qu'elle ne tiendrait pas l'opération. Ils l'ont pris à 6h du matin et ça a duré jusqu'à 4h de l'après-midi. Et les cœurs, les palpitations, on était dans un état, toute ma famille était là. Hein. C'est l'opération de la dernière chance. Tout le monde envisage le pire. Avec une balle dans la tête, avec une paralysie presque quasi généralisée, on pense plutôt à aller aux pompes funèbres. Pourtant, ce jour-là, contre toute attente, les chirurgiens marseillais réalisent l'exploit de retirer la balle du crâne de Samira. Elle est sauvée. Elle, c'est un miracle. Un grand miracle. Elle était condamnée à une mort certaine sur ce chemin en Italie. Romaric Château, avocat de la famille de Samira. Une balle dans le cerveau, ça entraîne des conséquences extrêmement lourdes. Et là, l'opération a été efficace et utile. Et donc Samira Ben Saad est une miraculée. Malgré des séquelles encore visibles, Samira a accepté de témoigner devant la caméra. La jeune femme est clouée sur un fauteuil roulant. Elle n'a pas encore récupéré une élocution normale. Je me suis beaucoup battue. En fait, j'ai un caractère et un mental. Il est fort. Malgré que je suis fatiguée et tout, je me dis quand même, malgré que je suis en fauteuil, je peux le faire. C'est ça que je me mets en tête. Et je crois que c'est ça qui me fait tenir aussi. Le 11 octobre 2011, 8 mois après avoir frôlé la mort, elle est enfin entendue par les enquêteurs. Ils attendent beaucoup de cette rencontre et veulent sa version des faits. La jeune femme va les surprendre, car elle n'a rien oublié. Elle décrit d'abord quelle était, selon elle, la vraie nature de sa liaison avec Maël Combier. Je tenais à lui. J'étais amoureuse de lui. Lui, il était très jaloux, mais lui, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Parce que lui, il avait beaucoup de conquêtes. Il me le disait pas. Et c'est moi qui le découvrais au fur et à mesure. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais tous les quitter, c'est rien. Et moi, chaque fois, je le croyais. Puis elle leur raconte, minute par minute, ce qu'il s'est passé. Samira a effectivement accepté de partir en week-end avec son amant. Elle est heureuse de passer le week-end avec Maël Combier. C'est un rêve. Elle est complètement subjuguée par M. Combier. Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. Et pour elle, c'est un voyage d'amoureux et c'est le début de ce qu'elle espère, c'est-à-dire une relation qui va s'inscrire dans la durée. Elle décrit avec précision les minutes qui ont précédé le drame. Je voulais absolument rentrer,
Lui m'a dit, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, rentre, moi aussi je travaille. Attends, juste vite fait, avant qu'on prenne la route pour rentrer en France, je vais vite fait monter, jeter un truc dans une poubelle. Ce qui contredit la version de son petit ami qui affirmait qu'elle souhaitait une dernière relation sexuelle. Il est environ 11h30 quand le véhicule de Maëlle Combier s'engage sur ce chemin isolé. Samira ne sait rien des intentions de son amant. Arrivé au sommet, il stoppe son véhicule. Il va sortir du véhicule, faire le tour, ouvrir la porte, la sortir physiquement, elle, de cette voiture. Moi, j'étais, je sais plus comment, j'étais comme ça, au dodo. Et lui, il était derrière moi. Maëlle Combier colle le canon du revolver sur la nuque de Samira. Et il m'a dit, là, tu fais quoi? J'ai dit, ben vas-y, tire si t'es un homme. Et c'est là qu'il a tiré. Il tire à bout portant, c'est pourquoi Samira n'a pas saigné et pourquoi la balle dans son crâne n'a été repérée qu'au scanner. C'est une exécution sommaire. Ça renvoie véritablement à ce qu'il y a de pire dans l'être humain. J'ai fermé les yeux. Et lui, il est venu voir si je respirais ou pas. Et après, il a vu que j'étais vraiment mort. J'avais fait comme ça. J'avais coupé mon souffle, voilà. J'avais coupé mon souffle, j'avais fermé mes yeux. Et j'avais peur qu'il retire, en fait. Heureusement pour elle, Maëlle Combier prend la fuite et ne tire pas une seconde fois. Les doutes des enquêteurs se confirment. La version du tir par accident ne tient pas. Samira explique que selon elle, son ex-amant a voulu l'assassiner à cause de ce qui s'était passé sur le parking de la boîte de nuit. En fait, je pense qu'il a voulu se venger. Il l'a pas su faire avec mes cousins et tout. Et il s'en est pris à moi. En réalité, Maëlle Combier est dans une logique de toute puissance. Romaric Château, avocat de la famille de Samira. Et il veut régler ça à sa manière. Et pour cela, il prépare le crime qu'il a réfléchi. Après le témoignage de Samira, les enquêteurs sont convaincus que Maëlle Combier ne leur a pas dit la vérité. La thèse de l'accident, la panique qui l'aurait empêché d'appeler les secours, ils n'y croient pas. Si c'est un accident, évidemment qu'il appelle les secours. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. C'est d'abord, mon Dieu, le coup est parti. Vite, j'appelle la police, j'appelle les pompiers, j'appelle les secours, le SAMU ou que sais-je. C'est quand même une femme avec laquelle il a passé 8 mois de sa vie. Il l'abandonne comme un sac de linge sale. De plus, Maëlle Combier ne laisse sur place aucun moyen d'identifier sa victime, comme s'il voulait empêcher que l'on remonte trop vite jusqu'à lui. Il emporte dans son véhicule les effets personnels de Samira, téléphone, carte bancaire et surtout carte d'identité. Depuis 8 mois, les investigations des enquêteurs ont permis d'accumuler de nombreux éléments à charge. À 11h43, il est filmé au moment où il rejoint la nationale. À 12h22, la vidéosurveillance le repère à la frontière franco-italienne. Et vers 13h20, on sait par le relevé de sa carte bancaire qu'il quitte l'autoroute au péage de Cannes. Lorsqu'il arrive à Cannes, il va acheter une bague. Et c'est vrai qu'à posteriori, c'est quand même assez troublant, comme il vient de commettre un crime,
achète un bijou, se demande bien à qui va pouvoir l'offrir, entre sa femme avec laquelle il est en instance de divorce et Samira qu'il a abandonnée sur une route rocailleuse, et le voilà qui achète un bijou. Il quitte Cannes et s'engage sur l'autoroute en direction de Valence. À 17h50, sur l'aire de Sorgues, dans le Vaucluse, il est filmé alors qu'il tente de retirer de l'argent avec la carte bancaire de Samira. Il utilise la carte bleue de Samira Ben Saad pour faire croire que celle-ci est encore en vie, afin que personne ne s'inquiète de son sort. Puis il repart vers Valence. Toujours dans la même veine, toujours dans le même état d'esprit de dissimuler les événements. Francis Courcial, commandant de police. Il va jeter les vêtements de Samira au bord du Rhône, près de Montélimar. Il les jette à un endroit où on peut les retrouver assez facilement. En tout cas, il espère, il spécule sur le fait qu'un promeneur va découvrir ce sac à main et le ramener au commissariat. Tout ça est bien manigancé parce que, effectivement, si Samira était décédée... Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. On aurait retrouvé ses affaires, on aurait pu penser qu'elle avait disparu ou été agressée dans la région. Et on n'aurait fait aucun lien avec un corps découvert en Italie, dont on n'aurait d'ailleurs pas eu connaissance. Dans la soirée du lundi 28 février, Maël Combier ignore encore que Samira est vivante. Alors, il adresse un SMS rassurant à Madame Daoud depuis le téléphone de sa fille. Je reçois le texto. Maman, t'inquiète, je t'aime, t'inquiète pas. Je viendrai, je sais que demain je travaille. Bisous. Ghezala Daoud, maman de Samira. Mais c'était pas ma fille. C'était le jeune Combier qui parlait à la place de Samira, qui était avec une balle en train de mourir en Italie. Monsieur Combier a une intelligence pratique assez redoutable. En fait, il a préparé son crime avant, pendant et même après, pour pouvoir être mis hors de cause si jamais les soupçons venaient vers lui. Arrivé près de Valence, il prend contact avec une jeune fille. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Sarah. Les enquêteurs ont relevé que Maël Combier était en contact avec elle durant tout le week-end passé avec Samira. On ne sait pas très bien quelle est la nature exacte de leur relation, mais j'ai envie de vous dire, peu importe. En tout cas, il y a un début, un embryon d'histoire entre ces deux-là, au point quand même qu'il pense à elle pendant tout le week-end et que c'est pas n'importe quel week-end, c'est un week-end où il va commettre un crime. Et lorsqu'il arrive dans la région, la première personne qu'il appelle, c'est elle. C'est une jeune fille qu'il connaît depuis longtemps. Sophie Turpin, avocate de Sarah. Dont il sait qu'elle peut entretenir un sentiment amoureux à son égard et avec laquelle il a une amitié qui lui permet de penser effectivement qu'elle peut l'aider. Et ce qu'il veut maintenant, c'est une planque. Maël Combier lui donne rendez-vous. Sarah et Maël se retrouvent dans un bar au Pouzin, en Ardèche. Maël, qui a un comportement assez inquiétant, ne lui dit pas ce qui s'est réellement passé. Il lui dit qu'il a fait une bêtise et qu'il a besoin qu'elle l'aide, notamment pour lui trouver une chambre pour la nuit. Maël Combier lui offre la bague achetée quelques heures plus tôt à Cannes. Sarah accepte de l'aider. Maël Combier est un manipulateur, c'est un séducteur. Romaric Château, avocat de la famille de Samira. Il est capable d'obtenir facilement ce qu'il veut. Et il sait exactement les raisons pour lesquelles il achète ce bijou et il sait qui est-ce qu'il va solliciter. Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. Il est toujours dans la volonté de charmer et d'utiliser les autres à son profit. Pour aider son ami à se cacher, Sarah réserve une chambre aux Tourettes, près de Montélimar, dans un hôtel sans réception. Ce qui permet aux deux jeunes gens de se retrouver dans la chambre sans être vus par qui que ce soit. La découverte de cette liaison
contredit la version de Maël Combié qui prétend vouloir renouer avec son épouse. Le comportement de Maël Combié n'est pas rationnel. Il y a une espèce d'éparpillement des sentiments, c'est complètement désordonné. Enfin, c'est pas logique son histoire. Enfin, ultime pièce à conviction qui accuse Maël Combié aux yeux des enquêteurs, l'arme du crime. C'est lui-même qui leur a indiqué où il l'avait cachée. Maël Combié est dans une logique, là encore, de manipulation. Il veut faire croire qu'il est de bonne foi, il veut faire croire à l'accident, il veut montrer qu'il n'est pas un délinquant d'habitude. Et donc, il emmène les enquêteurs à la découverte de cette arme. Le revolver est confié à un expert en balistique. Le résultat est sans appel. Et là, ça va être dramatique pour la défense de Maël. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Pour que le coup parte, il faut armer le chien. Tiens, un peu comme dans les films de cow-boy, hein, on fait ce geste, on ramène le chien en arrière, et il n'y a que dans cette position que l'arme peut fonctionner. Donc le coup ne peut pas partir accidentellement. C'est techniquement impossible. Donc, Maël Combié a voulu assassiner Samira Ben Saad. Sarah. Tension palpable parce que, quelque sorte de camp opposé. L'avocat de Maël Combié dresse le portrait d'un jeune homme au-dessus de tout soupçon. Maël, devant la cour d'assises, s'est présenté en assumant, en regrettant profondément les choses. Tout le monde attend la confrontation entre Maël Combié et sa victime, Samira. Et moi, j'ai vu un jeune homme qui n'avait rien d'un délinquant. Francis Courcial, commandant de police. Après, j'ai vu la jeune Samira quand elle rentrait dans la salle. Tout prenait corps, tout prenait réalité. On avait devant les yeux la réalité de l'acte et les conséquences de l'acte. C'est humainement très difficile. Et la confrontation de ces deux vies gâchées était un moment très difficile à supporter. Maël Combié, monsieur, s'est fait petit. Il était tout petit. Toute cette carrure, il était tout petit, là. Ghezala Daoud, maman de Samira. La petite, elle arrivait... Dès qu'elle l'a vu, elle n'a pas parlé à l'audience. Elle n'arrivait plus. Elle le voyait qu'il était là, qu'il était sur ses deux jambes. Elle était sur un fauteuil. Et j'ai fait que pleurer tellement j'étais pas bien. Le voir. Samira Ben Saad, victime de Maël Combié. Mais lui, regardait pas. Hein. Il avait honte, regardait comme ça, lui, en bas. La bataille s'engage entre les avocats. On voulait absolument que les jurés soient convaincus. Philippe Tatiguian, avocat de la famille de Samira. Que le dossier établissait la préméditation de l'acte de M. Combié. On va dire, voilà, il est parti avec Samira, il avait une arme. Alain Faure, avocat de Maël Combié. S'il a une arme et s'il part avec Samira et qu'on retrouve Samira avec une balle dans la tête, c'est que dès le départ, il avait l'intention de lui mettre une balle dans la tête. Ce n'est pas vrai. La préméditation, pour moi, ne commence pas au vendredi soir. Francis Courcial, commandant de police. Elle s'étire sur le long du week-end. Il a dû se dire, si jamais elle refuse de prendre conscience du fait qu'il faut qu'on se sépare, qu'on ne se voit plus, il va falloir que je mette un terme à tout ça. Il a une arme qu'il s'est procurée, peut-être pas dans le but de la tuer, mais il a cette arme. Il prend cette arme, il tire sur elle. Le 13 février 2014, le verdict est rendu devant la cour d'assises de la Drôme. Contre toute attente, Maël Combié n'est condamné qu'à 13 ans de prison pour tentative d'assassinat. Si la préméditation est bien reconnue, son avocat a semé le doute dans l'esprit des jurés. Je pense que la cour et le jury ont estimé que c'est au moment où il quitte l'autoroute qu'il a peut-être l'idée de faire quelque chose sur Samira. Si la cour et le jury avaient considéré que Maël Combié, dès le début, dès le samedi,
avait amené Samira en Italie pour la tuer, Maëlle Combier n'aurait pas été condamné à 13 années de réclusion, mais à 20. Pour la maman de Samira, c'est le choc. Le compte n'y est pas. J'étais très mal. Ça tournait, parce que moi je m'attendais à 20 ans, 22 ans, 25 ans. Parce que pour moi, 13 ans, c'est rien du tout. C'est rien du tout. La condamnation ne semble pas juste du tout. Pour moi, elle aurait dû même prendre à perpétuité, je m'en fous. Samira est repartie avec un sentiment d'injustice, avec le sentiment que sa vie est brisée et qu'en échange, la punition est de 13 ans. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Sachant qu'avec la remise de peine, on coupe quasiment en deux. Samira et Maëlle sont encore très jeunes. Cette relation amoureuse tragique les a marqués à jamais. C'est une tragédie moderne. C'est la tragédie d'un garçon et d'une fille qui ont vu leur vie détruite. Une jeune femme magnifique se retrouve dans la situation que l'on connaît, en grande difficulté, et un jeune homme qui était un jeune homme parfaitement intégré sur le plan social, sur le plan professionnel, est en prison. Moi, j'aurais voulu qu'elle soit comme toutes les jeunes. Ghezala Daoud, maman de Samira. Mais elle avait que 20 ans. C'est la belle vie, c'est là qu'on commence à découvrir la belle vie. Ben lui, il lui a tout gâché. Mais je pense qu'il n'y a personne qui peut ressentir ce que je ressens. Non. Samira Ben Saad, victime de Maëlle Combier. T'as beau montrer toujours que t'es bien et tout, mais au fond de toi, non. Ma vie, elle sera cachée toujours. Hein. Maëlle Combier purge sa peine à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Samira, elle, continue de se battre chaque jour pour tenter de retrouver sa vie d'avant, la vie d'une jeune femme pleine d'ambition. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.